c'est l'idée du négoce et des affaires qui, tout jeune, me conduisit en Amérique, dans le pays qui se trouve au nord-ouest du lac supérieur. La nature m'ayant gratifié d'un esprit curieux et entreprenant, je n'envisageais pas seulement de traverser le continent, mais je me sentais tout le talent nécessaire à l'entreprise de cette périlleuse aventure. En juin 1789, Alexandre Mackenzie, marchand de fourrure de la Compagnie du Nord-Ouest, traversait à la tête d'une flottille de canoës le grand lac des Esclaves. L'hiver précédent, à Fort Chipewyan, on l'avait vu regarder longuement une carte toute rudimentaire tracée par un aventurier du nom de Peter Pond, et sur laquelle on pouvait voir un grand fleuve qui coulait vers l'ouest. Pond pensait que ce fleuve menait au Pacifique. Mackenzie voulait s'en assurer à tout prix. Jeune homme ambitieux, adonné au commerce plutôt qu'habile navigateur, Mackenzie comptait surtout trouver fortune et renommée dans la découverte de nouveaux territoires riches en fourrure. Le journal qu'il tint cet été-là révèle clairement que dans son esprit, l'entreprise n'avait qu'à demi réussi. Mais l'histoire devait plus tard lui reconnaître le mérite d'avoir atteint l'océan Arctique, un des plus grands voyages de tous les temps. Mon équipage comprenait 4 Canadiens, Barrière, Delorme, Ducette et Landry. 2 d'entre eux étaient accompagnés de leurs femmes, ainsi qu'un Allemand, John Steinbrück. Il y avait aussi avec nous un chef indien, dont les hommes avaient l'habitude de transporter des fourrures à Churchill Factory sur la baie d'Hudson. Voyageant à bord d'un petit canoë avec ses femmes, ce chef et 2 jeunes Indiens nous servaient d'interprètes et de chasseurs. Le 3 juin, aussitôt que la glace le permit, nous descendîmes la rivière qui va du lac Athabasca jusqu'au grand lac des Esclaves, dont nous eûmes beaucoup de mal à trouver l'issue. Enfin, le 29 juin, à 5h30 du matin, nous atteignîmes l'extrémité d'une pointe que nous doublâmes et nous nous aperçûmes que c'était bien là le passage que nous cherchions. Le courant se faisait plus fort, mais le vent était si changeant que nous ne pouvions en tirer parti. Tout au long du parcours, ce jour-là, on pouvait voir de grandes quantités de glace sur les bords du fleuve. À 9h le lendemain matin, nous aperçûmes au loin une très haute montagne qui, à mesure que nous en approchions, avait plutôt l'air d'un massif qui se serait étendu à perte de vue. Le fleuve, à cet endroit, commençait de tourner vers le nord, et notre seul espoir était qu'il contournât les montagnes, car nous ne pouvions deviner aucune vallée dans les pics qui se trouvaient devant nous. Le courant était toujours fort, et nous manœuvrions avec beaucoup de soin, craignant à tout moment de nous retrouver dans un grand rapide. En effet, chacun de nous croyait toujours entendre le bruit très proche d'une chute. Mais nous nous trompions, car nous n'en vîmes aucune. Vers 6h ce jour-là, une violente tempête, accompagnée de pluie, nous força, tout trempés, à débarquer et à planter nos tentes. Selon mes calculs, nous avions parcouru depuis ma dernière observation 217 milles vers l'ouest et une quarantaine de milles vers le nord. Je me défie maintenant de M. Peter Pond, qui croit que ce fleuve se jette dans le Pacifique, car selon les distances qu'il a sommairement établies sur sa carte,
nous serions déjà à l'ouest de l'océan lui-même, et nous ne voyons encore aucun indice de passage à travers ces rocheuses. Nos Canadiens sont toujours de bonne humeur, mais les Indiens se plaignent aujourd'hui de notre persévérance à vouloir pousser plus loin. Le lendemain, le soleil se leva à 2h moins 7 minutes à ma montre, et nous nous embarquâmes peu après, faisant route vers le nord-ouest, sur un parcours de 5000, tout parsemé d'îles. Le fleuve ensuite commença de s'élargir et le courant s'apaisa peu à peu. On voyait toujours devant nous de hautes montagnes couvertes de neige. Et à 8h moins un quart, on aperçut de la fumée sur la rive nord. Nous fîmes tous les efforts pour y parvenir. Comme nous approchions, nous aperçûmes des indigènes courant çà et là dans une grande confusion. Quand ils comprirent qu'il leur était impossible de nous éviter, ils nous firent signe de nous tenir à distance, ce que nous fîmes de bon gré. De notre canoë, nos chasseurs s'adressèrent à ceux qui ne s'étaient pas enfuis dans la langue chipouya, que tout d'abord ils faisaient mine de ne pas entendre. Mais il fut bientôt évident que, du moins quelques-uns d'entre eux comprenaient très bien le langage de nos Indiens. Et quand ils furent persuadés que nos intentions n'avaient rien d'hostile, ils se décidèrent enfin, non sans quelque appréhension, à rappeler de leur cachette leurs compagnons qui avaient fui. Il y avait là 5 familles composées de 25 à 30 personnes de 2 tribus différentes. Nous déchargeâmes notre canoë et nous dressâmes nos tentes avant même d'esquisser le moindre geste de rapprochement vers eux. Quand enfin les Indiens eurent admis notre présence, nous fîmes un premier effort pour causer avec eux, car nous avions vraiment besoin du moindre renseignement qu'ils pourraient nous donner sur cette région. Nous les fîmes fumer, bien que de toute évidence, ils ne connussent point l'usage du tabac. Nous leur servîmes aussi un grog, mais je suis porté à croire qu'ils acceptèrent nos civilités plutôt par crainte que par inclination.
et c'est en leur offrant des couteaux, des poinçons, des anneaux et des hachettes que nous gagnâmes peu à peu leur confiance. Les renseignements qu'ils nous donnèrent au sujet du fleuve tenaient tellement de la fable que je n'en donnerai pas le détail. Ils tentèrent de nous persuader qu'il nous faudrait plusieurs hivers pour nous rendre à la mer et que la vieillesse se serait emparée de nous avant notre retour. Les monstres, aussi funestes qu'horribles que nous devions rencontrer, ne pouvaient exister que dans leur folle imagination. Bien que pour ma part je n'ajoutasse aucune foi à ces histoires étranges, elles eurent un tout autre effet sur nos Indiens, qui étaient déjà fatigués du voyage et dont le seul désir était de nous voir revenir sur nos pas. Et ce n'est certes pas sans mal que nous réussîmes à les convaincre de ne tenir aucun compte de ces récits. Selon mon désir, ils persuadèrent un des Indiens de nous accompagner en lui donnant une petite marmite, une hache, un couteau et quelques autres articles. Durant les 10 jours qui suivirent, notre brave Indien et tous ceux que nous prîmes à notre service dans divers campements le long du fleuve ne cessèrent de nous prédire des désastres. Chacun y allait de décourageants récits sur les dangers que nous allions rencontrer. Les Indiens peau de lièvre en particulier nous parlaient de la férocité des Esquimaux du Nord et des monstres fantastiques qui infestaient la région vers laquelle nous nous dirigions. Nos guides tentaient invariablement de fuir après nous avoir accompagnés sur de courtes distances, et il devint nécessaire d'exercer sur eux une étroite surveillance durant la nuit. Samedi, le 11 juillet, j'ai passé toute la nuit debout à surveiller le soleil, et lorsqu'à minuit 30 il se leva de nouveau, j'éveillai un des hommes pour lui faire admirer un spectacle qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il crut, en voyant le soleil si haut, que c'était le temps de s'embarquer, et il me fut quasiment impossible de le persuader qu'il était tout juste passé minuit et qu'il n'était pas nécessaire d'éveiller ses compagnons. À midi ce même jour, d'après mes calculs, nous étions à 68,47 de latitude nord, donc beaucoup plus au nord que je ne croyais, étant donné la direction que j'avais jusque-là suivie. Mais je découvris que cette différence était due à la variation nord-est de la boussole. Les arrêts que nous faisions pour noter notre position avaient tout d'abord fasciné nos compagnons. Mais je crains qu'après un moment, cela ne passât à leurs yeux que pour une autre de nos mystérieuses habitudes. Le transport à cette distance d'un petit bassin de mercure, qui me servait d'horizon gyroscopique, me coûta beaucoup de peine, car je n'osais confier à personne le soin de transporter cette matière si particulière. Il me paraissait maintenant évident que les eaux sur lesquelles nous naviguions se déversaient dans la mer hyperboréenne ou dans la mer de glace plutôt que dans le Pacifique. Et bien qu'il fût probable que les provisions venant à manquer, nous ne pourrions pas revenir dans l'Athabasca au cours de la saison, je pris néanmoins la décision de me rendre jusqu'à l'embouchure. Le dernier guide que nous avions engagé avait manifesté des craintes que les Esquimaux ne nous tuassent et ne s'emparassent des femmes, ce qui ne manqua pas de décourager nos chasseurs, qui certes m'eussent abandonné si c'eût été en leur pouvoir. Mais j'avais pris soin de ne leur donner que la quantité de poudre nécessaire à quelques jours de chasse. Je parvins toutefois à les apaiser un peu, en leur promettant que nous ne continuerions que quelques jours,
et que si alors nous n'atteignions pas la mer, nous reviendrions sur nos pas. À mesure que nous avancions de peine et de misère à travers ce vaste pays, il me fut impossible de recueillir de plus sûrs renseignements sur le passage que je cherchais à travers ces montagnes. Sur ce qui se trouvait à l'ouest, les informateurs que nous rencontrions ou bien ne savaient rien, ou bien n'avaient entendu que des histoires fantastiques. Bon nombre parlaient d'un grand lac appartenant à l'homme blanc, mais nul ne connaissait un fleuve qui y conduisit. Du moins, c'est ce qu'invariablement me rapportaient mes Indiens. Le 13 août, vers 9 heures du matin, nous aperçûmes une fumée sur la rive, vers le sud-ouest, à une distance de 3 lieues. Les Indiens qui nous précédaient ne la virent point, occupés qu'ils étaient à poursuivre une bande de canards sur lesquels ils tirèrent plusieurs coups. Après quoi, la fumée disparut immédiatement. On pouvait voir au loin sur le rivage quelques canoës abandonnés, et nous fîmes de vigoureux efforts pour nous en approcher en travers du courant. Nos chasseurs, devinant nos intentions et munis d'embarcations moins chargées, nous devancèrent rapidement. À 10h30, ils se trouvèrent sur le site d'un camp fraîchement abandonné. Il y avait encore des traces de pas sur la plage et de nombreux objets traînaient çà et là. Au lieu toutefois de se mettre à la recherche des indigènes, mon Indien commença de partager leur butin, ce qui me fit grand déplaisir. Je réprimandai sévèrement le chef de sa conduite et ordonnai aussitôt à ces jeunes hommes de partir à la recherche des fugitifs. Le chef fut très mécontent de mes remontrances et il s'en expliqua personnellement auprès de moi après avoir rappelé sa suite. Je lui exposai que j'étais venu de très loin et à grands frais, sans avoir atteint le but de mon voyage, et que je le soupçonnais de m'avoir caché, dans la crainte d'avoir à me suivre, une bonne part de ce que les indigènes lui avaient révélé sur le pays. Il me répondit qu'il était content d'être le maître de ses propres forêts, mais que je semblais vouloir devenir le maître de tout le Nord. Il déclara qu'il ne m'accompagnerait pas plus avant, et que bien qu'il fût sans munitions, il pouvait vivre de la même façon que les habitants de cette région et qu'il allait demeurer avec eux. Pendant plusieurs heures, je ne fis rien pour les apaiser. Mais comme je ne pouvais pas très bien me passer d'eux, je fus finalement amené à convaincre le chef de revenir sur sa décision. Une ou deux gorgées d'alcool eurent au fait de dissiper son mécontentement et il déclara son intention de continuer avec nous. Mais à notre retour, il nous quitterait au Grand Lac des Esclaves dans le but de passer quelque temps avec les Indiens castors qui vivent au sud de ce territoire.
2 jours plus tard, nous parvînmes à des rives qui ressemblaient à celles d'un grand lac, bien que le vent à terre fût très fort. Ce lac, à plusieurs lieues de distance, paraissait couvert de glace, et on n'apercevait aucune terre au loin, sinon des îles. Nous campâmes plusieurs jours dans ces îles, dans l'espoir que le vent changerait, et au cours d'une marche, je découvris une maison, ou plutôt une hutte, qui appartenait aux indigènes et que de toute évidence l'on avait habitée au cours de l'hiver précédent. Dans la hutte et tout alentour, je trouvai toutes sortes d'ossements, et bien que je n'ai pu déterminer de quel animal provenaient la plupart d'entre eux, je supposai que c'était du cheval de mer. Il s'y trouvait aussi divers ustensiles et des armes provenant d'ossements et habilement façonnés. La hutte elle-même, longue d'environ 15 pieds et large de 10, était faite de bois flottant et couverte de branches et d'herbes sèches sur quoi on avait étendu un pied de tourbe. À l'intérieur se trouvait un foyer et dans le toit un trou en guise de cheminée. Et j'imagine que l'hiver c'était une chaude habitation, même si elle devait être enfumée. Durant presque tout le temps que nous passâmes dans ces îles, le vent du nord-ouest soufflait si fort qu'il eût été dangereux de nous aventurer au large dans nos frêles embarcations. M'étant éveillé par hasard à 4 heures un bon matin, je fus surpris de constater que l'eau avait coulé sous nos bagages et que notre grand canoë s'en allait rapidement à la dérive. Les Canadiens, qui pour la plupart ne savaient pas nager, n'en vinrent pas moins vite à mon aide. Nous étions vraiment près du désastre. La plage, heureusement, déclinait en pente douce sous l'eau, de sorte que nous ne fûmes que trempés. L'eau était si froide que personne n'aurait pu y demeurer longtemps sans avoir les membres paralysés. Comme le vent n'avait pas changé de direction, nous étions tous sûrs que cet accident provenait de la marée. L'eau continua de monter jusque vers 6 heures, et le vent alors commença de se faire plus frais. Vers 8 heures, un de mes hommes aperçut dans l'eau un grand nombre d'animaux qu'il avait tout d'abord pris pour des morceaux de glace. Lorsqu'on me demanda de dissiper tous les doutes provoqués par cette étrange apparition, je crus m'apercevoir, bien qu'il fût impossible à cette distance de les différencier des vagues, qu'il s'agissait de baleines blanches. J'en déduisis donc que l'eau, à quelques milles de nous, devait être salée, puisque ces créatures ne vivent que dans la mer. Le lendemain matin, j'ordonnai qu'on érigeât un poteau sur lequel j'inscrivis la latitude et un résumé de notre séjour dans ces lieux. Les Canadiens et moi, nous avions envie d'aller plus avant, mais nos canoës étaient trop fragiles. Me rappelant ma promesse au chef indien, je donnai ordre, bien qu'amèrement déçu, de regagner le fleuve et de remonter le courant. À 10 heures du matin, le 21, nous quittâmes les détroits formés par les îles et nous nous engageâmes dans le canal ininterrompu du fleuve. Le courant y était si fort que nous dûmes remorquer le canoë avec une corde. Je marchai presque toute la journée avec le chef, et nous trouvâmes cette marche bien désagréable, encore que cela aidât à réduire le poids de nos canoës.
Cette pénible façon d'avancer dura presque sans arrêt plusieurs semaines. Le 22 août, enfin, nous atteignîmes encore une fois le grand lac des Esclaves. Un vent constant se leva derrière nous, qui nous encouragea à mettre à la voile. Il y avait 81 jours que nous avions quitté le fort Chipouyan sur le lac Athabasca, et nous avions fait, selon mes calculs, un voyage d'environ 2500 milles. Il nous restait encore 600 milles à parcourir. Bien que ces événements n'aient rien en eux-mêmes pour frapper l'imagination de ceux qui recherchent l'étonnement ou qui sont épris d'aventures romanesques, néanmoins, si l'on considère que j'ai exploré des eaux qui n'ont jamais porté d'autre vaisseau que le canoë de l'aborigène, et que j'ai exploré des déserts où jamais auparavant ces indigènes basanés n'avaient vu d'Européens, ce récit parviendra, je veux le croire, à éveiller l'intérêt et à se gagner l'estime de ceux qui en prendront connaissance. Bien que je n'eusse pas atteint mon but, j'avais cependant découvert un passage qui mène à un autre océan. Et la carte dont je me servis à mon départ ressemblait bien peu à celle avec laquelle je reviens maintenant.